Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Evimeria. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de retrouver une fois de plus Diane Lemoine et Florence Monteil pour nous parler d'un sujet d'actualité et qui est assez sensible, qui sont les évolutions du statut du lanceur d'alerte. Alors Diane et Florence, donc vous êtes au cabinet ICO Avocat à Paris et vous êtes spécialisés sur le droit du travail et de la sécurité sociale. C'est bien ça? Exactement, c'est tout à fait ça, ça n'a pas changé, Sébastien. Très bien. Voilà, Tout est donc, bon. très bien. Et donc, je vous laisse démarrer la présentation. Allez-y. Alors, donc, on va vous présenter donc, les dernières évolutions du statut du lanceur d'alerte, parce que le lanceur d'alerte donc, a émergé donc, au cours des années 90 et puis a beaucoup évolué. Donc, on va faire cette présentation qui va se présenter sur 4 grandes parties. Donc, d'abord, les grands principes, donc un petit rappel historique quand même de cette évolution. Ensuite, les grands principes du lanceur d'alerte, puis la protection du lanceur d'alerte, la procédure de signalement à respecter pour qu'on rentre bien dans cette définition du lanceur d'alerte. Et enfin, les dernières nouveautés, toujours relatives au lanceur d'alerte. Ça, c'est pour le sommaire. Et donc, Diane va vous faire l'introduction. Exactement. Petite introduction courte, simplement pour vos repères. Florence l'a déjà dit, lanceur d'alerte qui est né dans les années 90, mais plus précisément en France, en tous les cas, sous la loi Sapin 2. Cette loi Sapin 2, on l'a peut-être oublié, c'était celle qui était relative à la transparence sur la vie économique en France. Et donc, tout spécialement, il y avait un pan de la loi qui était dédié aux lanceurs d'alerte, donc loi qui a été votée en décembre 2016. Ça, c'était au niveau français. Mais au niveau européen, puisque c'est souvent depuis quelques années comme ça redescend de l'Europe, l'Europe a voulu densifier et permettre que dans tous les pays de l'Union européenne, il y ait évidemment un même statut défini. C'est tout l'intérêt de participer à l'Europe. Et donc, c'est une directive de 2019 qui a reprécisé les choses. Et du coup, comme toute directive, elle nécessite d'être transposée. Donc, la France a mis quelques mois, voire même quelques années. Et c'est une loi dite Wasserman qui a été prise et qui a donné lieu donc non seulement à la loi 21 mars 2022 et ensuite des décrets d'application, comme ça se fait effectivement quasiment systématiquement. Donc on a un décret qui est important, qui est celui qui transpose vraiment la loi, donc un décret du 3 octobre 2022, puis un autre plus spécifique sur une niche, sur l'abondement du fameux compte personnel de formation, le fameux CPF. Alors, qu'est-ce que la loi Wasserman de 2022 est venue dire? Eh bien, elle est venue nous rappeler les objectifs principaux, c'est-à-dire d'abord de faciliter la reconnaissance de ce statut de lanceur d'alerte, d'élargir tous les faits qui peuvent être constitutifs d'une alerte, et enfin permettre non seulement la protection du lanceur et de son entourage, mais également de le protéger contre une éventuelle mise en cause de sa responsabilité. Alors, les grands principes, toujours, donc il y a donc la loi Wasserman qui définit qu'est-ce que le lanceur d'alerte. Donc, c'est une définition que je ne vais pas vous lire, que vous voyez affichée à l'écran, mais qui est extrêmement large dans le verbatim utilisé, qui est extrêmement étendu, puisque on parle donc d'une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations sur crimes, délits, menaces ou préjudices. Donc ça veut dire que même une menace peut rentrer dans le cadre de l'alerte. Menace à l'intérêt général, donc c'est également extrêmement large et puis sujet à certainement discussion, puisque qu'est-ce que l'intérêt général, puisque tout peut finalement rentrer dans l'intérêt général. Mais également la violation ou la tentative de dissimulation d'une violation à un engagement international, européen, un acte pris par une organisation internationale et bien sûr loi et règlement national français. Donc, on comprend déjà rien qu'à cette définition que ça va englober beaucoup de faits. Également, donc, le lanceur d'alerte, donc, qui est-il? Donc, c'est une personne physique, donc, exit, du coup, les personnes morales, donc, les associations, les structures, on ne peut pas se réfugier derrière ce type de structure qui signale ou divulgue de manière orale ou écrite.
Alors évidemment, on s'imagine que de manière orale, en termes de preuves, ça va être un petit peu plus sujet à discussion, mais le législateur a voulu vraiment rendre cette divulgation très ouverte. Sans contrepartie financière, donc là on va dans le domaine de la bonne foi, hein, évidemment. Autrefois, la loi Sapin 2 ouvrait puisque c'était de manière désintéressée, donc il fallait que le lanceur d'alerte soit désintéressé dans sa démarche. Là on a réduit, donc c'est sans contrepartie financière, ce qui permet d'ouvrir encore plus la définition du lanceur d'alerte. De bonne foi, le lanceur d'alerte pense que les informations sont véridiques au moment où il le signale, même si elles ne le sont pas in fine, hein, mais il faut quand même qu'il ait la perception de la véracité de ce qu'il dit, et qui soit concerné donc des informations qu'il a recueillies lui-même ou non. Et ça aussi, c'est une grande nouveauté, puisque il n'est pas obligatoire que le lanceur d'alerte ait lui-même pu constater la violation d'une loi ou d'un règlement. Ça, c'est une évolution. Donc, ça concerne les salariés dans une entreprise, les salariés, les anciens salariés et les candidats, mais également les collaborateurs extérieurs ou occasionnels, donc les personnes qui vont participer à l'activité de l'entreprise. Ça va également jusqu'aux actionnaires, associés et membres de la direction. Là, on comprend que c'est extrêmement large, hein, parce que quand on dit candidat, on ne vous l'a pas précisé, c'est même candidat à l'embauche. Donc, ça va couvrir vraiment depuis les prémices d'un contact avec l'entreprise quand on se porte candidat à un poste, jusqu'à évidemment le déroulé classique d'un contrat de travail et sa rupture. Et même quand on est ancien salarié, on peut évidemment interagir. Alors, quand on veut lancer une alerte, de quoi s'agit-il? Quels sont les faits qu'on peut dénoncer? Eh bien, c'est extrêmement large. Dans la définition, Florence vous a résumé qu'on avait à l'écran tout à l'heure, on parlait de choses évidemment très costauds, crime, délit, et on vous a mis simplement quelques petits exemples d'alerte. C'est loin d'être exhaustif puisque, comme vous l'avez compris, à l'aune de la définition, tout peut être sous forme d'alerte, mais principalement, et s'agissant des événements en entreprise, on sera plutôt sur ce qu'on vous a indiqué là, de la fraude, de la corruption. Donc, ce sont des délits, évidemment, qu'on identifie bien, des délits qui concernent des personnes physiques, collaborateurs, harcèlement moral, harcèlement sexuel, et puis la violation de toutes les lois. On vous a mis une petite pastille sur le fait que 39% des entreprises ont été concernées déjà en 2018 par des actes répréhensibles. Donc, on peut être dans cette série d'événements qui sont juste au-dessus. Ça peut être d'autres événements, mais ce qui veut dire que potentiellement, évidemment, dans toute entreprise, il y a des alertes à faire. Voilà, ça c'est évidemment impératif. Alors, est-ce que on peut opposer le secret des affaires à un lanceur d'alerte? Eh bien, la réponse, c'est non. Et c'est tout, j'allais dire, l'intérêt des dernières dispositions, c'est qu'en fait, comme on peut tout révéler, il n'y a absolument rien qui a à être protégé. À partir du moment où on est bonne foi, on peut évidemment lancer cette alerte. Donc, des faits, comme vous l'a dit Florence, qu'on a connus directement ou indirectement. La seule restriction, c'est que l'alerte, il y a des domaines qui en sont exclus, qui sont a priori, évidemment, plus que du bon sens. Il y a une légitimité à vouloir les protéger. C'est tout ce qui va concerner le secret médical, pour les raisons qu'on imagine bien. Tout ce qui est secret défense, donc dans le cadre de la défense nationale, et tout ce qui est délibération de justice, notamment, et ce qui est en corollaire avant le jugement rendu, l'enquête, l'instruction pénale, et puis là, c'est notre petit domaine à nous, le secret professionnel entre avocat et son client. Donc, il y a des choses, évidemment, mais qui sont d'ailleurs couvertes par des codes précis de déontologie notamment. Voilà, donc on n'est plus dans le secret dans les affaires, on est dans autre chose, mais ce qui est évident, l'alerte ne peut pas porter dessus. Alors, évoquons maintenant la protection du lanceur d'alerte. Donc, elle est prévue par le législateur et donc indiquée dans le Code du travail à l'article L 1121-2 du Code du travail. Donc là encore, c'est une définition, une protection qui est extrêmement vaste et qui d'ailleurs rejoint la protection relative aux discriminations. Donc on retrouve vraiment le même champ. Donc la protection, elle va du recrutement à l'accès au stage, à l'accès à la formation, à toutes les sanctions qui peuvent être notifiées dans le cadre d'une relation de travail, de l'avertissement jusqu'au licenciement.
des mesures discriminatoires directes ou indirectes, bien sûr des sanctions indirectes sur la rémunération, le versement de primes, de mesures d'intéressement, des mutations. Tout cela est décrit dans cet article. Et donc, c'est totalement prohibé. Et donc, le lanceur d'alerte, à partir du moment où il a respecté la procédure qui va vous être décrite ci-après, bénéficie de cette protection. Alors, cette protection, combien de temps elle dure? Là, malheureusement, on n'a pas de précision. Donc, on ne sait pas véritablement combien de temps le lanceur d'alerte va pouvoir bénéficier de cette espèce de chape de protection. Sauf qu'on peut imaginer, puisque en France, il n'y a pas grand-chose qui est imprescriptible, hein, mis à part les crimes contre l'humanité, qu'on pourra appliquer la prescription de droit commun qui est de 5 ans et qui d'ailleurs s'applique à toutes les mesures discriminatoires. Mais enfin, ça c'est nous qui vous le disons, hein, c'est notre analyse, mais qui n'est pas précisée par les textes. Ouais, c'est peut-être une lacune du législateur parce que ça paraît étonnant pour le coup qu'ils n'aient pas pensé à préciser et les autres États, l'Union européenne l'ont fait. Et évidemment parce qu'après tout, on pourrait dire un salarié qui a lancé une alerte il y a 15 ans, il pourrait dire oui mais là vous me sanctionnez parce que j'ai fait l'alerte. Bon, ça n'a pas de sens évidemment. Donc voilà, ça c'est une zone un peu nébuleuse. C'est un peu flou. Alors, la protection du lanceur d'alerte, elle, bien sûr, elle concerne le salarié dans l'entreprise, mais pas uniquement, on vous l'a dit. Elle permet aux bénéficiaires de cette protection d'avoir une immunité pénale et une immunité civile. Alors, l'immunité pénale, dans le cas du lanceur d'alerte, on imagine que c'est une immunité surtout contre la dénonciation calomnieuse ou la diffamation, qui sont bien sûr des plaintes qui pourraient être déposées contre le lanceur d'alerte et qu'on imagine assez bien pouvoir être déposées. L'immunité civile, c'est toutes les demandes de réparation, notamment au titre du préjudice moral, que la cible du lanceur d'alerte va viser. Donc là, c'est pareil, le lanceur d'alerte ne peut pas être, sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour indemniser de l'existence d'un éventuel préjudice moral. Et en cas de rupture de son contrat de travail suite à une alerte formée, le lanceur d'alerte peut désormais saisir le conseil de prud'homme en référé. Alors, petit rappel, la procédure de référé, c'est une procédure accélérée devant le conseil de prud'homme qui permet de gagner de précieux mois sur la procédure classique qui généralement dure 1 an, voire 1 an et demi. En référé, pour nous à Paris et puis en région parisienne, c'est un délai d'1 à 2 mois à partir du moment où on dépose son dossier. Voilà, en province, on peut avoir un délai légèrement plus court. Donc, on voit qu'à l'aune de la justice actuelle, ça va quand même extrêmement vite. Alors, quand on veut être lanceur d'alerte, comment est-ce qu'on s'y prend pour très concrètement former son alerte? Eh bien, vous l'avez vu, la définition que vous avez rappelée, Florence, est très large parce qu'on peut le faire quasiment par tout moyen, c'est-à-dire de façon verbale ou écrite. C'est complètement libre, c'est complètement au choix. Et une fois qu'on a formé ce signalement oral ou écrit, d'ailleurs en interne et en externe, on le verra, eh bien, il y a une procédure qui s'enclenche. Il y a un premier délai qui est un délai en fait de 7 jours maximum pour que l'auteur du signalement soit... il y a comme un accusé de réception, en fait, qu'on lui dise on a bien pris en compte votre alerte. Alors, je fais une petite pause là-dessus. Ça, c'est évidemment le principe. Vous imaginez bien que quand l'alerte est faite de façon anonyme, eh bien, ce délai de 7 jours pour retrouver l'auteur va être très très difficile à respecter puisqu'on va devoir identifier d'abord le service duquel il émane et puis ensuite en entonnoir la personne qui sans doute aura lancé l'alerte. Donc dans la procédure légale de 7 jours, oui, c'est quand l'alerte, évidemment, l'auteur est complètement identifiable, il a signé son alerte, ce sera à mon sens plus difficile à respecter en cas d'alerte anonyme. Et puis sur ce premier délai de 7 jours, et bien ensuite, pour que l'alerte soit traitée, il y a un délai de 3 mois maximum. Alors, il n'y a pas de sanction à ça. Donc ça, c'est le délai légal. Si évidemment l'entreprise, ou bien quand c'est une alerte extérieure, ne respecte pas ce délai de 3 mois pour faire un retour, à notre sens, il n'y aura pas de sanction. Voilà, c'est ce qu'on demande. La préconisation, elle est là. Et puis ensuite, il y aura forcément des fois où ça ne sera pas tenu. Alors, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure,
comment on fait l'alerte? On a ce cheminement et on l'a fait à qui? Eh bien, on l'a fait en interne à qui on veut. Évidemment, en premier lieu, sans doute à son supérieur hiérarchique, peut-être parce que ça va permettre qu'il y ait un relais peut-être plus formel, plus voilà, efficient, puisqu'on parle d'un N+1 ou un N+2, etc. Donc, en interne, à qui de droit, il y aura évidemment, on le verra tout à l'heure, des personnes aussi qui vont être dédiées en interne pour recevoir, recueillir les alertes. Donc, on peut évidemment le faire à cette personne qui aura été clairement identifiée. Et puis, comme la procédure est très bien faite, si on n'a pas envie de le faire en interne parce que justement, ça va concerner son supérieur, un service dont on dépend, etc., eh bien, on peut tout de suite aller à l'extérieur. Et à l'extérieur, on peut le faire auprès de toutes les autorités administratives indépendantes, comme le défenseur des droits, comme la CNIL, et puis on peut le faire auprès des autorités judiciaires, un procureur de la République, un juge d'instruction, pourquoi pas la Cour des comptes, on le verra tout à l'heure, qui a aussi ouvert cette antenne-là. Donc en fait, c'est extrêmement libre. Évidemment, on peut le faire à bon escient, là où on a une préférence, évidemment, pour qu'elle paraisse pertinente, et peut-être qu'on a aussi envie de se protéger, pas forcément de la faire en interne. En revanche, normalement, évidemment, on n'a pas à le faire de façon publique, de la dévoyer, sauf dans un cas, en cas de danger grave et imminent, si vraiment c'est une question presque d'heures, j'allais dire, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait dans le champ des possibles des crimes. Donc effectivement, il y a parfois, c'est évidemment pas, on le souhaite, la majorité des cas d'alerte, mais où il faut aller extrêmement vite. Voilà, donc il y a une possibilité d'alerte publique dans ces cas évidemment dédiés. Alors juste un petit ajout sur l'alerte qui devient publique, c'est les dangers graves et imminents, mais encore faut-il savoir ce qu'on estime comme étant grave et imminent, toujours une question d'interprétation qui va à mon avis pas être simple à régler, mais il y a aussi les risques, tout ce qui est alerte, qui expose à un risque de représailles. Donc là, encore une fois, les risques de représailles, on peut estimer que chaque lanceur d'alerte pourrait être exposé à un risque de représailles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on lui prévoit un statut protecteur. Et enfin, les fois où le signalement ne permet pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation. Donc là, en clair, c'est généralement tu vois, on a fait une alerte en interne, ça n'a rien donné, et donc on se dit, bon, bah, comme ça donne rien, je vais sur un réseau social et je vais la mettre publiquement. Bon, ça a quand même des conséquences, et ça aussi, ça va quand même laisser, à mon avis, des discussions au niveau judiciaire. Alors, quel impact a eu cette loi pour les entreprises, notamment sur les documents sociaux obligatoires, de manière très concrète? Eh bien, d'abord, la mise en place d'une procédure interne des alertes professionnelles. Alors, elle est facultative pour les entreprises de moins de 50 salariés, même si on indique, hein, nous c'est notre conseil, en tous les cas à nos clients, à nous, on leur préconise de mettre en place cette procédure. Et elle est obligatoire des entreprises de plus de 50 salariés dans lesquelles est indiqué, le CSE doit être consulté pour cette mise en place. Et elle se met donc en place avec un libre choix, hein, tout de même, donc note de service, accord ou charte négociée avec le CSE. Également le règlement intérieur, donc qui doit être révisé, hein, depuis le 1er septembre 2022. Donc toute entreprise qui doit mettre en place un règlement intérieur, et donc c'est pas toutes les entreprises, mais enfin celles qui sont soumises à cette obligation, doit nécessairement rappeler le dispositif de protection des lanceurs d'alerte afin simplement que les salariés soient informés de la manière de la mettre en œuvre, justement, et la rendre efficace. Dans les autres documents sociaux obligatoires, eh ben, cette loi Wasserman, elle a eu un impact, on l'identifie moins, mais sur les affichages obligatoires, puisque l'article du Code pénal qui fait interdiction de discrimination dans le cadre du salariat prévoit bien spécialement, évidemment, qu'il n'y a pas non plus de discrimination a fortiori sur le lanceur d'alerte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la définition, c'est assez logique. Donc, les entreprises doivent veiller à mettre à jour leurs affichages obligatoires et puis bien évidemment en corollaire dans les autres documents sociaux obligatoires, le fameux document unique, le fameux DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et là encore, c'est le moment de remettre à jour ce DUERP. Pourquoi ?
avec évidemment cette notion de lanceur d'alerte qui est rentrée en vigueur maintenant de façon très concrète depuis le mois de septembre 2022. Et juste avant, la loi santé au travail et ses décrets d'application mai, avril et mai 2022. Donc 2022 a été l'année où on devait se poser la question sur la mise à jour du DUERP. Et sur ces deux fondements-là, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire, évidemment, c'est important d'intégrer du coup ce lanceur d'alerte également dans les mesures de prévention et traitement des risques psychosociaux notamment. Alors, on voulait finir notre petite présentation synthétique juste pour vous sur des petits flashs de nouveautés. On vous a parlé en introduction d'un fameux décret du 28 décembre 2022, donc il est paru quelques mois après celui de la loi Wasserman sur l'abondement du CPF. Alors ça, c'est intéressant et un peu pour nous intriguant en matière de contentieux droit du travail. C'est que le salarié qui s'estime victime d'une mesure de représailles parce qu'il a lancé une alerte, quand il sera au prud'homme, il pourra faire une demande particulière d'abondement de son CPF et si le conseil lui donne raison, eh bien son compte va être abondé de façon assez conséquente puisqu'on sera sur le plafond de 5 000 € sur le CPF de façon classique, 8 000 € de mémoire pour les ouvriers. Donc il y a un abondement, c'est une demande qui peut être faite, qui va évidemment être complémentaire aux autres demandes qu'aura fait ce salarié lanceur d'alerte qui contestera évidemment les mesures de représailles. Donc c'est intéressant parce que c'était nouveau et là encore vous voyez que ça n'a pas été intégré dans la loi principale et dans le décret d'application de la loi, ça a été mûri après, quelques semaines après, le législateur a voulu aller plus loin et donc il y a ce fameux décret. Pour nous, dans le cœur d'actualité également, il y a un arrêt qui est intéressant de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er février 2023 qui a reconfirmé premièrement que le salarié est bien à la bonne place lorsqu'il saisit en procédure de référé, donc la procédure pour nous d'urgence dont on vous a rappelé un petit peu les termes. Donc c'est le moment d'y aller, il va en référé et évidemment il va essayer d'obtenir en référé quoi? Sa réintégration, c'est-à-dire que s'il a été licencié pour des motifs divers et variés, l'employeur pouvant évidemment faire peut-être de façon astucieuse sans viser l'alerte, mais parfois ils le feront peut-être dans ce cadre-là, eh bien va y avoir un débat de part et d'autre et le salarié en fait c'est comme en matière de discrimination, il doit simplement dire j'estime que je suis victime en raison de l'alerte que j'ai faite, donc il présente les événements et c'est bien l'employeur qui va devoir justifier de ce que la mesure est complètement indépendante de la mesure qui aura été entreprise à l'encontre du salarié. Dernier petit chose qui nous a marqué, c'est un rapport récent de la Cour des comptes et donc son président Pierre Moscovici qui a indiqué que après la mise en place par la Cour des comptes de son canal pour recueillir les alertes, donc en septembre 2022, dès que le décret de la loi est tombé, il y a déjà eu plus de 500 signalements qui ont été faits, donc ce qui est quand même beaucoup. Donc il y a des personnes qui ont choisi de faire cette alerte externe et sur la Cour des comptes, c'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier, c'est pour ça qu'on vous l'indiquait. Vous avez parlé plutôt des voies judiciaires ou du défenseur des droits. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Mais on vous a mis le détail. Moi, ce qui me frappe dans ces chiffres-là, ce sont les alertes anonymes, 39%. Et c'est ce qu'on vous disait, ça va sans doute être difficile à traiter, tant pour ces autorités administratives ou judiciaires que pour voilà, les rendre efficientes, évidemment. Voilà. Donc, on a fini avec notre petite présentation. Très bien. Merci beaucoup, Diane Lemoine et Florence Monteil, pour cette présentation.